Charles Berny-Molin, bonjour. Bonjour. Dans les 3 pays du Sahel central, est-ce que la situation humanitaire a tendance à s'améliorer ou à s'aggraver ? Non, le Sahel central est confronté à une crise multidimensionnelle, sécuritaire, humanitaire et climatique, qui ne cesse de se dégrader, et ce sont les populations civiles qui payent le prix lourd. Donc ces populations sont victimes de violences, et par peur de l'insécurité, des femmes, des filles, des garçons, des hommes sont contraints de quitter leur maison. On parle de milliers de personnes réfugiées, déplacées, quasi quotidiennement, avec comme corollaire des violences graves des droits humains. C'est une génération d'enfants qui n'a connu que le déplacement et qui aura peu de possibilités d'éducation et d'espoir pour l'avenir. 80% des déplacés sont des femmes et des enfants, et donc il s'agit d'une crise de protection, des questions de survie et de respect des droits élémentaires. On estime qu'au Sahel central, sur le Mali, le Burkina Faso et l'ouest du Niger, on a à peu près 15 millions de personnes, ce qui est énorme, qui ont des besoins humanitaires et qui ont besoin tout simplement d'assistance pour vivre, pour survivre. Et on a une réponse humanitaire qui cible 9 millions de personnes sur ces 3 pays. Et on a une demande de financement énorme de 2,3 milliards de dollars. Et pour le moment, nous avons reçu 12% de cette aide. Donc on est très loin de couvrir les besoins. Donc sur les quelques 80 millions d'habitants dans ces 3 pays du Sahel, il y en a 15 millions qui sont en situation de détresse ? Oui, c'est tout à fait ça. Ce sont 15 millions de personnes qui comptent sur l'aide humanitaire pour survivre. Et lequel des 3 pays du Sahel central est le plus touché sur le plan humanitaire ? C'est très difficile de faire une graduation parce que vous savez que les frontières sont aléatoires dans ces pays-là. On parle plutôt d'une zone qui est la plus dangereuse, qui est la zone des 3 frontières entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Mais je dirais qu'il n'y a pas de graduation, un pays qui doit être aidé plus que l'autre. C'est l'ensemble du Sahel qui doit être pris en compte de notre côté. Alors dans vos comptes rendus d'activité, Charles Berny-Molin, vous déplorez des difficultés d'accès à certaines zones du Sahel central. Est-ce que c'est à cause de l'insécurité ou d'éventuels blocages de la part des États sahéliens ? Les difficultés d'accès, elles sont multiples. Il n'y a pas une seule cause. Il y a d'abord la difficulté à atteindre les personnes. Donc la difficulté pour les acteurs humanitaires à atteindre les personnes touchées. Alors il y a certains défis qui sont liés à l'insécurité. Insécurité pour les travailleurs, insécurité pour les personnes dans le besoin. Plus de 200 humanitaires ont été récemment tués ou blessés dans le Sahel ces dernières années. Mais pas seulement. Il y a aussi des difficultés d'ordre bureaucratique, des taxes, des autorisations. Il y a des restrictions et des limitations de mouvement qui retardent l'aide humanitaire. Il y a aussi les contraintes physiques. Vous connaissez le Sahel. Il y a des difficultés au niveau de la disponibilité des moyens de transport par camion. Il faut recourir à des hélicoptères, des avions. C'est difficile. Mais il y a aussi un élément très important que je voudrais souligner. Il y a la prolifération, et c'est relativement récent, de messages de haine, de désinformation qui compromettent la perception de la neutralité, de l'impartialité, de l'indépendance des acteurs humanitaires. Donc toutes ces contraintes, finalement, se complètes, elles sont plus importantes dans un pays ou dans un autre, mais elles ont un impact sur le coût aussi de l'aide humanitaire et sur la capacité physique de pouvoir donner une assistance à ces personnes dans le besoin. Et ces messages de haine sur les réseaux sociaux, comment vous les combattez ? Vous les identifiez ? Vous demandez aux autorités des 3 pays de sévir contre les auteurs de ces messages ? Écoutez, je pense que la meilleure façon de contredire ces messages est d'avoir un dialogue. Bien sûr, nous avons un dialogue avec les autorités, nous avons un dialogue avec les communautés locales. Le tout est d'être le plus transparent sur ce que nous faisons et d'avoir une approche novatrice, c'est-à-dire de tenir de plus en plus compte du travail que nous faisons, ce qu'on appelle la localisation, de travailler avec les ONG locales, de travailler avec les populations. Il y a plusieurs années, l'aide humanitaire était essentiellement une aide apportée sans trop demander quoi que ce soit aux populations sur le terrain. Maintenant, par la prise en compte de leurs besoins, en travaillant avec les personnes dans le besoin qui veulent faire partie de cette réponse, on arrive à créer une communauté de bonnes pratiques, de transparence et finalement de montrer l'exemple par ce que nous faisons réellement sur le terrain. En collant à leurs demandes, en étant transparent, on arrive à faire surgir la vérité plutôt que de demander de sévir contre des réseaux sociaux, ce qui n'est pas possible de notre côté. Alors au Mali, les casques bleus de l'ONU sont tous partis depuis 5 mois, mais vous, OCHA, qui êtes une autre organisation de l'ONU, vous restez
Niamey, au Mali. Où en sont vos rapports avec les autorités de Bamako? Oui, tout à fait. OCHA est un bureau du secrétaire général des Nations Unies et donc nous coopérons avec les États membres, dont le Mali. Donc nous sommes humanitaires. Non seulement OCHA, mais les organisations humanitaires, la Croix-Rouge, les ONG nationales, internationales, ont un dialogue actif avec les autorités compétentes dans tous ces pays, dans le strict respect des principes humanitaires, que je rappelle qui sont l'humanité, la neutralité, l'impartialité, l'indépendance. Donc ce dialogue vise à apporter des clarifications sur ce que nous faisons, comme je l'ai déjà dit, être transparent. En tant qu'organisation humanitaire, OCHA ne fait pas partie des discussions politiques. Une coordination efficace avec les autorités, ce qui inclut les militaires, permet de préserver l'espace humanitaire et donc avant toute chose, il ne peut pas y avoir politisation de l'aide humanitaire si nous nous basons sur le droit international et sur les principes humanitaires. Voulez-vous dire que les rapports sont plus fluides avec les autorités de Bamako depuis que les casques bleus de la MINUSMA sont partis? Les rapports n'ont pas changé dans ce sens que nous avons toujours été en dialogue avec les autorités en ce qui concerne l'assistance humanitaire. Ce qui a changé, c'est que nous bénéficions ces dernières années de l'assistance logistique de la MINUSMA. Évidemment, le départ de la MINUSMA est un défi logistique puisque nous pouvions bénéficier d'une certaine aide logistique. Mais en ce qui concerne le dialogue avec la population locale, avec les États membres, avec le gouvernement, c'est un dialogue que nous avons toujours eu et c'est un dialogue que nous continuons. Et qui n'a pas changé depuis le départ des casques bleus? Non. Et avec les autorités de Ouagadougou et de Niamey, où en est-on? Nous discutons. Pour nous, on ne fait pas de différence, que ce soit le Burkina Faso, le Mali, le Niger, l'approche est la même. Nous faisons partie des Nations Unies. Nous sommes ici pour nous occuper de la coordination de l'aide humanitaire. Les États membres travaillent avec nous sur cette coordination humanitaire. Le but étant le même, étant d'assister les personnes qui en ont besoin. Alors, d'après vos comptes rendus d'activité, Charles Bernimolin, vous n'avez reçu pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale que 12% des sommes promises par les bailleurs de fonds. Pourquoi ceux-ci ne tiennent-ils pas leurs promesses? Je dirais que ce n'est pas qu'ils ne tiennent pas leurs promesses. Je veux dire, la question doit être posée d'abord aux bailleurs, mais je pense qu'il faut insister. Nous avons reçu beaucoup d'argent. Quand on regarde même 12% de ce qui est nécessaire, c'est déjà beaucoup. Nous devons l'utiliser plus efficacement possible, mais il faut remercier les bailleurs de fonds, dont les contribuables, dont je suis, dont vous êtes, parce que ça nous a permis de sauver des vies. Vous avez reçu quelques 180 millions de dollars, c'est ça? Et même un peu plus maintenant, nous sommes à peu près à 232 millions. Donc vous voyez, l'aide continue à arriver. Le problème que nous avons, c'est qu'il y a un écart de plus en plus important entre ce que nous recevons et les besoins. Les besoins augmentent nettement plus vite, puisqu'il y a une dégradation de la situation. Les besoins augmentent nettement plus vite que l'argent que nous recevons. Mais jusqu'ici, les donneurs ont toujours été généreux. Par contre, évidemment, le contexte international, la multiplication des crises au niveau mondial fait craindre une diminution de l'aide, ce qui nous incite à devoir prioriser de plus en plus, à devoir cibler de plus en plus les personnes qui ont plus de besoins. Mais à noter aussi que nous parlons d'aide humanitaire. Il y a aussi l'aide au développement qui est complémentaire à l'aide humanitaire. Comme vous le savez, l'aide humanitaire n'est qu'un sparadrap. Ce qui compte aussi sur le long terme, c'est une réponse aux problèmes de fond, aux problèmes des services sociaux, d'avoir des écoles, d'avoir des hôpitaux, d'avoir des services sociaux garantis par l'État sur le long terme. Alors les 3 pays du Sahel central sont dirigés par des régimes putschistes. Est-ce que ce n'est pas la raison, Charles Bernimolin, pour laquelle certains donneurs occidentaux ne donnent pas autant que vous le voudriez? Je pense que cette question, elle doit être posée aux bailleurs de fonds. Nous recevons de l'argent, nous discutons avec les autorités, nous identifions les besoins humanitaires et en tant qu'humanitaires, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui sont dans le besoin d'une assistance vitale. Nous faisons face à ces besoins. On leur assure l'accès à la nourriture, aux abris, aux services sociaux de base. Et ils dépendent au quotidien de l'aide humanitaire pour leur survie. Il ne peut y avoir en aucun cas politisation de l'aide humanitaire. L'aide humanitaire ne peut être et ne sera jamais dépendante d'une analyse politique des causes et des conséquences. Et ça, c'est votre message aux bailleurs de fonds occidentaux? Oui, je crois que les bailleurs de fonds sont conscients. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que les bailleurs de fonds occidentaux, mais pas seulement, parce que nous avons des bailleurs de fonds de bien d'autres pays, il faut insister sur le fait que des milliers de vies sont sauvées grâce à cet argent. Même si cet argent, malheureusement, à cause du contexte international, est de moins en moins suffisant. Et maintenant, dans les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest, comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, est-ce que la situation humanitaire s'améliore ou pas?
ce sont des pays, les crises dans le Sahel ont une répercussion bien au-delà de la région, bien entendu, et spécialement dans le nord du Bénin, du Togo, du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Il y a une augmentation du nombre de réfugiés et de demandeurs d'asile, en majorité provenant du Mali et du Burkina Faso. Ce sont des pays qui sont aussi confrontés à l'impact du choc climatique, à une certaine insécurité aux frontières, à un certain accès limité aux services sociaux de base. Donc, les acteurs humanitaires sont présents pour renforcer les capacités locales de réponse à ces chocs humanitaires, spécialement dans le nord de ces pays-là. Donc oui, il y a un impact humanitaire de ces crises du Sahel central, et donc nous sommes là, travaillons avec les autorités afin de renforcer l'aide humanitaire à travers les hôpitaux, par exemple. Donc, mais pas d'amélioration depuis l'année dernière. La situation reste préoccupante, effectivement. Oui, la situation est préoccupante. Et la situation humanitaire dans le bassin du lac Tchad, elle se dégrade ou elle s'améliore? C'est très difficile de dire ça s'aggrave, c'est une situation qui est complexe. Le lac Tchad, il y a énormément d'assistance humanitaire. La situation est alarmante. On parle de 2,9 millions de personnes dans la région qui ont dû fuir leur foyer. Le Nigeria aussi compte pas mal de personnes déplacées le long de cette zone-là. Ce qui est inquiétant au niveau du Tchad, mais qui n'est pas en relation avec le bassin du lac Tchad, c'est que le Tchad doit désormais faire face à de nouveaux défis avec la crise au Soudan. À l'est du Tchad, plus de 500 000 personnes ont été nouvellement déplacées. Donc la situation au Tchad ne s'améliore pas puisque le Tchad doit faire face à une nouvelle crise. Et là, ce sont essentiellement des problèmes d'insécurité alimentaire et de malnutrition qui apparaissent. Charles Bernimolin, merci.